Nous allons reprendre nos travaux. Je vous indique que la séance qui était initialement prévue à 16 h pour reprendre les débats sur l'asile et l'immigration est repoussée à 17 h, comme nous nous étions engagés. Il n'y a pas de débat dans l'hémicycle qui concerne la commission des lois, ainsi que cela avait été fixé entre nous dès l'origine de nos travaux. Donc nous accueillons cet après-midi à nouveau Monsieur le préfet de police de Paris, Monsieur Delpech. Donc comme vous le savez, le cadre de nos auditions n'est plus à rappeler. Donc c'est la deuxième fois que nous allons auditionner le préfet de police dans ce cadre. Donc nous allons à nouveau faire prêter serment, puis nous lui poserons directement des questions, à moins qu'il tienne tenir un propos, mais très court, liminaire. Je vous engage à tenir le format de cette audition dans l'heure qui vient, comme ça nous pourrions reprendre la séance à 17 h. Donc, Monsieur le préfet de police, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relatif aux commissions d'enquête, je vais vous demander de prêter le serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. Je vous remercie. Est-ce que vous souhaitez procéder à un propos liminaire ou répondre directement à nos questions? Je pense qu'on peut aller directement aux questions, puisque j'avais tenu un propos liminaire lors de la précédente audition. Alors, vous nous aviez indiqué lors de votre précédente audition qu'à l'origine des événements qui nous occupent et qui impliquent M. Alexandre Benalla, il y avait une forme de copinage malsain. Est-ce que vous pourriez nous préciser un petit peu, de façon plus approfondie, quelles étaient les personnes que vous visiez à travers cette expression qui n'est vraiment pas neutre, et sur quoi reposait cette affirmation ? Cette expression, en effet, n'est pas neutre. J'observe d'ailleurs qu'elle a été reprise, et elle est effectivement, comme vous l'avez indiqué, au cœur de ce que vous appelez les événements qui nous occupent. Si j'ai employé cette expression, c'est bien pour signifier de quoi il s'agissait. C'est un manquement individuel grave, un manquement individuel très grave, qui a été constaté, un défaut d'information, vous le savez, de l'autorité hiérarchique que je suis, et l'organisation de la présence d'un observateur à la préfecture de police, et je pourrais vous redire, si vous le souhaitez, ces logiques d'observateur, dans des conditions qui n'étaient pas conformes à ceux qu'elles devaient être. On a donc 3, 4, peut-être plus. Je m'en remettrai bien sûr aux conclusions des enquêtes. 3, 4, peut-être plus personnes, en tout cas 3 fonctionnaires de police, je le rappelle, que dès le 19 juillet, pour lesquels dès le 19 juillet, j'ai tenu à saisir Monsieur le procureur de la République. J'ai tenu à demander leur suspension immédiate, que le ministre a évidemment immédiatement acceptée. Elle a été notifiée le soir même du 19, à la suite des faits, je le rappelle, du 18 juillet dans la soirée, c'est-à-dire le fait d'avoir récupéré des images sur un support numérique pour les confier à M. Benalla. On a sur ces faits une enquête judiciaire qui est ouverte par le parquet de Paris. Sur les faits de violence, place de la Contrescarpe, une enquête judiciaire également. Évidemment, toutes les leçons que je pourrais tirer au plan administratif, du coup, et lorsque ça sera possible, les enseignements de ces enquêtes, je ne manquerai pas de le faire, mais j'insiste sur le fait qu'on a un comportement individuel grave à l'origine. La justice dira ce qu'il y a lieu d'en penser et le sanctionnera ou ne le sanctionnera pas, mais en tout cas le jugera comme il se doit, et en regard des agissements, des comportements de certains fonctionnaires de police que j'ai jugés également tout à fait inacceptables. Est-ce que vous visez... Pour les noms, je les ai donnés, je veux bien
l'indiquer. D'abord, le manquement grave à l'origine de tout ce dont on parle, ne l'oublions pas. C'est le comportement de M. Benalla, place de la Contrescarpe. Il faut toujours revenir à l'essentiel. En ce qui concerne les fonctionnaires de police, il s'agissait, dans ce que j'ai désigné dans le rapport adressé à M. le procureur de la République, du contrôleur général Simonin, du commissaire Maxime Creusat et du commandant Huneau. Leurs noms sont connus, mais cet aspect est à traiter, encore une fois je le dis, par l'autorité judiciaire, puisqu'il se raccroche au fait d'avoir récupéré le 18 juillet au soir des images et de les avoir communiquées à M. Benalla. Ensuite, au fur et à mesure que des révélations, ou en tout cas que les investigations vont se faire, verra-t-on apparaître d'autres liens, d'autres connexions? Je l'ignore. C'est l'enquête, encore une fois, qui permettra, au bout du bout, de le savoir. Je vous remercie, mais encore une fois, donc ce copinage entre eux, donc je le comprends initialement, M. Simonin et M. Benalla, et peut-être dès l'origine les deux autres fonctionnaires de police dont vous avez parlé. Est-ce que ce copinage avait été remarqué par vous antérieurement avant les faits, ou c'est quelque chose qui vous est apparu justement à l'occasion de ces faits-là? Ou est-ce que d'ores et déjà, dans le passé, vous aviez remarqué que Alexandre Benalla entretenait des relations entre guillemets malsaines avec certains de vos fonctionnaires de police, donc soit même avant son embauche à l'Élysée durant la campagne, ou postérieurement dans le cadre de ses fonctions auprès du président de la République? La situation, comme toujours, et la réalité plus complexe. Je pense aussi évoquer devant vous lundi, j'y reviens. La proximité de la relation professionnelle entre les équipes de la direction de l'ordre public et de la circulation et les équipes de l'Élysée qui organisent les déplacements et les activités du président de la République sur la plaque parisienne et la Petite Couronne est une proximité évidemment nécessaire. J'ai dit également que proximité et confiance devaient être au rendez-vous. Les faits m'ont révélé qu'au-delà de cette proximité et de cette confiance, sans doute, s'étaient développées des habitudes qui conduisaient à s'affranchir du respect des règles hiérarchiques et à créer un système de relations directes pour des choses qui auraient dû être traitées à un niveau plus approprié. Je crois qu'il faut toujours veiller au respect des logiques institutionnelles, au rôle des uns et des autres, et pour parler familièrement, le trop as-tu, à toi, n'a jamais été trop ma tasse de thé. Je lisais récemment qu'on me qualifie de préfet aristocratique, malgré que mes ascendants soient marchands de bestiaux et salaisons et épiceries, mais c'est ainsi. Et est-ce que vous avez des événements précis sur ces habitudes qui s'étaient installées, qui conduisaient à s'affranchir de certaines règles, ou la première illustration vraiment notable était les événements du 1er mai? L'illustration qui a permis de prendre des mesures fermes est le 1er mai. Mais la sociologie, l'observation des relations humaines, on sait ce que c'est. Quand on est sur le terrain ou des rencontres, on voit bien si on a affaire à une relation distanciée, respectueuse, qui soit d'institution à institution, souvent prenant en compte le niveau hiérarchique, ou si on a encore une fois affaire à ce que j'appelle des facilités, on tape un peu sur l'épaule, on tutoie. Je n'aime pas cela, je l'observe, et je fais un lien entre cette observation qui se fait au fil des jours, hein, et puis les conséquences qui en résultent. Je crois l'avoir dit aussi lors de de ma première audition. La conséquence, c'est de tomber dans la faute. De tomber dans la faute. Je vous remercie. Monsieur le co-rapporteur. Merci, Madame la Présidente.
Je voudrais dire d'abord à Monsieur le préfet de police que je n'avais pas sollicité cette audition. La très grande clarté et la très grande précision des propos qui avaient été les vôtres lundi ne faisait pas apparaître, de mon point de vue, la nécessité de vous demander de consacrer à nouveau 2 ou 3 heures du temps précieux qui est celui du préfet de police aux travaux de notre commission. Mais puisque vous êtes ici, Monsieur le préfet, je ferai très rapidement 3 séries de remarques. D'une part, le fait que vous venez à nouveau, comme vous l'avez dit lundi, d'évoquer le rôle dans cette affaire de messieurs Simonin, Creusat et Huneau doit nous conduire, je le répète devant notre commission, à entendre ces 3 personnes ainsi que nous en étions convenus dès samedi dernier. Deuxième remarque, vous avez réévoqué dans les mêmes termes que lundi dernier la question de la transmission indue d'images à M. Benalla. Nous avons appris cette nuit que, ainsi que l'a confirmé l'Élysée, M. Ismaël Emelien, conseiller spécial du président de la République, a eu l'occasion de voir ces bandes de vidéosurveillance que M. Benalla aurait obtenues indûment de la part de policiers. C'est la raison pour laquelle je demande très officiellement que M. Ismaël Emelien fasse l'objet d'une audition par notre commission pour nous expliquer dans quel cadre juridique il a pu avoir accès regarder très simplement ces bandes vidéo. Troisième et dernière remarque, Monsieur le Préfet, je reviens à cette question du port d'armes que vous avez explicité très précisément lundi. Lundi, vous nous avez indiqué, je vous cite, que vous aviez une note du directeur de cabinet du président de la République qui avait indiqué être favorable à la demande de port d'armes de Monsieur Benalla, et vous avez entièrement assumé la responsabilité qui est la vôtre d'avoir accordé ce port d'armes. Je vous en donne acte. Je fais cette remarque pour souligner que cette note du directeur de cabinet existe et que je serais très heureux, si Madame la co-rapporteure en était d'accord, que nous en obtenions très officiellement une copie, puisqu'aussi bien il existe un débat qui a été d'ailleurs présenté de manière extrêmement claire ce matin au Sénat grâce à la question très clair du président Philippe Bas, dont je dois dire d'ailleurs qu'il conduit les débats de la commission d'enquête du Sénat avec une rigueur et une qualité de raisonnement qui permet de poser les questions. À l'occasion de cette audition, il a été souligné, je souligne les termes, que l'arrêté de la préfecture de police mentionnait dans ses considérants, Madame la Présidente, l'arrêté du préfet de police mentionnait dans ses considérants que M. Benalla était, je cite, chargé d'une mission de police dans le cadre de son action de coordination de la sécurité de la présidence de la République. Et comme l'une des grandes questions posées par ces commissions d'enquête est celle du périmètre des fonctions de M. Benalla et de son articulation ou non avec les fonctions dont la compétence doit être exclusivement assumée par des agents de l'État fonctionnaires de la police nationale, je pense que la note du directeur de cabinet de l'Élysée sera utile pour savoir si c'est l'Élysée qui a identifié les fonctions de M. Benalla comme étant celles d'une action de police dans le cadre d'une action de coordination de la sécurité de la présidence de la République. Cette intervention, donc, Madame la Présidente co-rapporteure, pour solliciter la communication de cette note du directeur de cabinet du Président de la République. Vous n'avez pas de questions ? J'ai une question. D'accord. Ah non, mais moi, je ne suis pas auditionnée aujourd'hui. C'est Monsieur le Préfet de police dont vous avez souligné que le temps était précieux. On ne va pas le gâcher à avoir des petites bisbilles sur les auditions ou documents que nous souhaiterions nous communiquer en présence de Monsieur le Préfet de police de Paris. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais donner la parole au groupe La République En Marche pour la première question. Madame Naïma Mouchou. Je vais, Madame la Présidente, vous répondre. Cette audition, comme toutes celles que nous conduisons depuis 4 jours, ne sont pas un jeu. Nous avons le préfet de police que vous avez convoqué devant nous. Nous avons ce matin le secrétaire général de la présidence de la République qui a été convoqué par le Sénat et qui, respectueux du Parlement, a déféré à cette convocation, ainsi qu'il en avait le devoir. Je veux le souligner. Je pense que nous avons, nous, le devoir de convoquer également le secrétaire général de la présidence de la République, puisque, à l'évidence, les faits dont nous sommes saisis requièrent cette audition. Donc,
Nous sommes ici pour poser des questions aux personnes que nous auditionnons. Donc, Madame Mouchou, est-ce que vous avez une question pour La République en marche? Oui, Je vous merci, remercie. Madame la Présidente. Monsieur le co-rapporteur a raison, tout ça est très sérieux et il faut éviter effectivement de s'ériger en procureur et mener les débats de manière sereine. J'ai une question, Monsieur le Préfet, s'il vous plaît. Vous avez pointé le doigt tout à l'heure sur le défaut d'information. Vous avez parlé du manquement individuel grave et du fait que les informations n'aient pas été remontées et au plus haut niveau. Ma question est de savoir quelles sanctions en interne vous avez pu prendre lorsque vous avez découvert d'abord que la présence de M. Benalla ne vous avait pas été rapportée, ensuite qu'il y avait eu des violences sur place avec la vidéo qui l'a démontré. Deux volets de réponse différents, si vous le permettez, Madame la députée. D'abord, je veux dire que le fait d'accueillir le 1er mai M. Alexandre Benalla à la préfecture de police dans une mission d'observateur est, à mes yeux, quelque chose qui est tout à fait normal. Sur la question des observateurs, si on a le temps, je pourrais la développer. L'a priori de la préfecture de police, c'est toujours de dire oui, parce que nous sommes une maison ouverte, transparente et qu'on doit l'être. Donc le fait que M. Benalla soit présent ce jour-là n'est pas une faute. Le défaut que j'ai pointé, c'est le défaut de remontée d'informations. Je pense que j'ai parlé, me semble-t-il, de loyauté hiérarchique, c'est-à-dire le fait que ça a été organisé au niveau d'un contrôleur général qui a au sein même de la direction 2 niveaux au-dessus de lui, et puis au niveau au-dessus du directeur, le préfet de police. Et ce n'était pas le niveau pertinent pour la circonstance. C'est ce que j'ai indiqué. Les suites qui ont été données à cela, elles l'ont été, ça vous a été présenté aussi, si je me souviens bien, lundi soir, par le directeur de l'ordre public, M. Gibelin, qui a fait de sévères admonestations, et il vous a expliqué pourquoi ce n'est pas rien, des admonestations à un contrôleur général, chevronné, par ailleurs de qualité sur le plan professionnel, sur ce plan-là. Donc ça, c'est le volet défaut d'information par rapport à l'organisation de ce déplacement. Je crois que chacun se rappelle, je l'ai exposé ici même, les conditions dans lesquelles j'en ai pris connaissance. Je ne vais pas reprendre le fil de ma communication de lundi. Ensuite, le deuxième volet, on l'a traité également. C'est le fait qu'apparaissent sur une vidéo, sur les réseaux sociaux, des images qui sont reconnues le lendemain matin 2 mai, mais reconnues pas à la préfecture de police, vous le savez, ça a été précisé, comme mettant en cause Monsieur Benalla. Comme je l'ai précisé ici, je vous redis, mais je viens de l'évoquer, d'une part les initiatives internes que j'ai prises, à l'initiative externe, souvenez-vous aussi d'alerter le cabinet du ministre de l'Intérieur, mais qui était déjà informé. Et au terme de ces échanges, est très vite apparu le fait que c'était l'autorité d'emploi, l'autorité hiérarchique, qui prendrait les initiatives utiles s'agissant d'un de ses collaborateurs. Et je me permets de rappeler que c'est ce qui a été fait. L'autorité d'emploi a pris les initiatives utiles. Après, je vous laisse le soin aux uns et aux autres, et je me garderai bien de me prononcer là-dessus, sur était-ce assez, était-ce proportionné. Mais comme on dit en droit public, c'est l'autorité compétente qui doit apprécier, donc qui a pris les initiatives utiles pour sanctionner les manquements qui sont apparus. J'ai répondu également, et je reprends purement et simplement, puisque la question viendra, ce qu'il en était en termes d'article 40. Il a été également considéré que c'était l'autorité d'emploi, l'autorité hiérarchique, qui devait se livrer à cette appréciation, en même temps que l'appréciation de droit public, si je puis dire, sur la réalité des faits, leur gravité et la sanction qu'ils appelaient. Voilà exactement comment les choses se sont passées. Je crois l'avoir développé assez précisément lundi. Je ne veux pas être plus long sur le sujet, mais on peut y revenir si vous le souhaitez. Pour La République en marche, une autre question?
Oui, merci, Madame la Présidente. Monsieur le préfet, vous venez donc de nous dire que le fait que M. Benalla soit présent n'était pas une faute commise par M. Simonin. Tout à l'heure, M. Giboulin nous a dit qu'il n'y avait pas eu de dysfonctionnement dans les services de police. Donc, juste pour une précision, M. Benalla pouvait donc se croire légitimement autorisé à participer à cette manifestation du 1er mai en tant qu'observateur, dans la mesure où il n'y a pas eu de faute ni de dysfonctionnement, qui n'ont pas donné lieu non plus à une sanction à l'égard de M. Simonin. Donc M. Benalla était autorisé à participer à cette manifestation, en tout cas par l'apparence. Enfin, je vais redire les faits parce que l'association des phrases et des mots peut aboutir qu'à la fin, on a dit quelque chose de différent du début. Ce que je vous ai indiqué, c'est que je redis, c'est que le fait d'accueillir à la préfecture de police des observateurs, c'est quelque chose qui n'est pas du tout anormal et qui en soi n'est pas à mes yeux critiquable, au contraire. J'ai reçu mardi, par exemple, une sollicitation d'un chef d'entreprise qui dirige un petit cabinet de conseil sur les questions de sécurité, notamment en lien avec la sécurité civile surtout. Et il m'écrit prudemment, monsieur, pour enrichir mon expérience, et puis il a également un parcours universitaire intéressant. Il est déjà venu dans nos services, monsieur. Malgré le contexte, j'aurais vraiment besoin de venir un observateur sur le service d'ordre du 14 juillet. Du 14 juillet, Tour de France, pardon, de l'arrivée dimanche. Est-ce que je peux vous le demander? J'ai pris en compte la demande. À mon niveau, elle a été évaluée, l'intéressé est déjà venu sur nos services. Et il sera dimanche sur le service d'ordre à l'occasion de l'étape finale du Tour de France. Et il aura à ses côtés un commissaire de police. Vous voyez bien que là, c'est passé par le bon canal. Il y a eu une sollicitation d'ailleurs directe du préfet de police compte tenu des circonstances. Et je n'ai rien à redire à cela. Donc ce n'est pas en soi la présence d'un observateur qui est en cause. C'est le comportement de cet observateur. Tout tient là, c'est le comportement de cet observateur. Et dans une logique interne au fonctionnement de l'APP, le fait que l'organisation de ce déplacement, puisque ce déplacement a été organisé, je vous l'ai dit déjà lundi, donc je ne vais pas dire le contraire aujourd'hui, que l'organisation de ce déplacement a été faite à un niveau hiérarchique et dans des conditions non pertinentes et sans en rendre compte. Et c'est le point que j'évoquais tout à l'heure. Mais ce n'est pas en soi la présence d'un observateur qui fait problème. Je reviens toujours au sujet, c'est le comportement de l'observateur qui fait problème et qui a créé les difficultés, non seulement les difficultés, mais les faits que l'autorité judiciaire aura qualifiés. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a une autre question? Non? Si, allez-y. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Préfet, lorsque vous êtes venu il y a 2 jours, vous nous avez indiqué qu'il serait bon de réformer les modalités d'accueil de ce régime de l'observation ou de l'observateur sur des opérations de police. Vous nous avez par ailleurs indiqué que vous avez adopté le 4 juin dernier une circulaire pour préciser ou compléter ou renouveler le processus dans ces modalités d'accueil. Est-ce que vous pourriez nous dire, nous communiquer les éléments que vous avez apportés dans cette circulaire et lesquels sont nouveaux et lesquels sont de simples rappels? Je vous remercie. Pardon. Madame la députée, la circulaire dont j'ai parlé, ce n'est pas sur les modalités d'accueil, c'est sur la vidéoprotection. Je l'intègre à votre disposition et j'ai bien parlé de circulaire et de rappel de consignes sur la vidéoprotection. Je rappelle aussi que depuis mon arrivée, j'ai fait revoir le système pour que l'accès aux images soit limité au territoire concerné. Je m'explique, j'ai trouvé une situation où sur n'importe quel point de la plaque parisienne de compétence préfet de police, on pouvait accéder à toutes les images. Et ça nous a valu quelques petits sujets où d'ailleurs j'ai saisi l'IGPN. En particulier, sachez-le, ce jour de juin de 2017, où un de nos fonctionnaires de police, sur le parvis de Notre-Dame, devant vraiment la préfecture de police, a été agressé par un coup de marteau, si vous vous souvenez, d'une personne radicalisée. Or, cette image s'est retrouvée assez vite sur les écrans de télévision, et à l'évidence, elle venait d'un commissariat, en réalité, assez lointain. Donc ma circulaire du mois de juin, que je peux vous remettre, elle est sur vidéoprotection. L'accueil.
les observateurs accueillis à la préfecture de police. Comme je vous l'indique, nous sommes très régulièrement sollicités et la position de principe, c'est de dire oui et de ne dire non que par exception. Parce qu'on est dans une logique d'ouverture, on est une maison ouverte et nous sommes dans cette logique d'acceptation plutôt que de refus. Quels sont les publics concernés? Quelles sont les activités où se trouvent les observateurs? Et quel est l'encadrement juridique? Sur les publics concernés, pour faire simple, on peut distinguer 3 grandes familles de publics. D'abord, il y a toute une famille de publics qui est liée à l'exigence de formation. Les publics scolaires, les publics étudiants. Depuis le début de l'année 2018, nous en avons accueilli 700 de la sorte. Ensuite, le besoin de formation de différentes catégories. Les auditeurs de justice, les stagiaires de l'Institut national des études de sécurité, des hautes études de sécurité et de justice, des policiers auditeurs étrangers, des cadres de santé, des policiers municipaux, beaucoup d'élèves de grandes écoles, Polytechnique, l'IRA, l'ENA, Sciences Po Paris également, par exemple, avec la cellule Synapse. Donc là, on est dans des logiques de formation. Et puis, c'est le premier paquet, si vous voulez. Un deuxième paquet qui est important aussi, c'est la logique d'information. J'entends par là les journalistes qui veulent avoir une présence d'immersion, être aux côtés de services de police, de services dans l'action, pour voir comment ils fonctionnent. Ça, c'est traité à mon cabinet, au service de communication, mais depuis le début de l'année, on a recensé plus de 60 délégations de presse ainsi admises au contact de ces services. Et puis, il y a une troisième grande catégorie, qui est le partenariat, le lien police-population, nos interlocuteurs institutionnels. Ben, souvent des élus, ça peut être des parlementaires, ça peut être un maire d'arrondissement, ça peut être un maire d'une commune de la Petite Couronne qui, un soir, veut voir comment fonctionne la BAC. Un parlementaire qui voudra aller avec la BAC de nuit à Paris. C'est parfois des magistrats. Je laisse de côté, bien sûr, la présence d'observateurs, en tout cas la visite, la présence d'institutions. Le défenseur des droits, le droit que vous avez d'aller visiter à tout moment le CRA. Les activités auxquelles participent les observateurs, là aussi une distinction assez simple. Il y a des activités sur lesquelles on peut passer vite, c'est la présence au sein des locaux policiers pour qu'on voit comment le service fonctionne, comment il est organisé. On est dans un stage d'observation assez classique, y compris dans nos salles d'information et de commandement, où c'est très enrichissant de voir comment ça se passe, par exemple, pour gérer une grande manifestation ou un grand service d'ordre, comme celui du 14 juillet ou du retour de l'équipe de France victorieuse de football, pour donner un exemple. Évidemment, nous n'accueillons les personnes que dans les locaux accessibles, ça veut dire par là que les locaux protégés par l'instruction générale numéro 1300 là, sur la protection du secret de la défense, on n'y accueille jamais personne. Et puis, il y a l'observation sur la voie publique. Et la voie publique, très souvent, les demandes, c'est d'accompagner des patrouilles, des brigades anticriminalité, voire des équipes d'intervention. Mais c'est aussi la présence sur un service d'ordre. C'est l'exemple que je vous ai donné pour le 14 juillet. Je pourrais donner d'autres exemples. Je voudrais terminer sur le cadre juridique, si vous permettez. J'en ai pour 30 secondes. Porter plus sur vos recommandations en matière de réforme de ce statut. Qu'est-ce que vous pensez qui est bon? Ah, voilà, très bien, je vous remercie. Semble-t-il, pour bien percevoir les recommandations, je pense qu'il n'est pas inutile d'avoir ce cadre général. C'est pourquoi je me suis permis de le faire. La réalité actuelle est la suivante. Tout ce qui touche le premier volet que j'ai indiqué, c'est-à-dire les logiques de formation, on est clairement encadré par des conventions, à la fois pour les publics scolaires et collégiens, et même là on veille à ce qu'il y ait une assurance qui couvre les collégiens et les lycéens. Pour les structures de formation qui nous envoient des personnes, là c'est des conventions entre la structure de formation et la préfecture de police. C'est géré à la direction des ressources humaines de la préfecture de police, y compris pour les stagiaires individuels. Je vous donne une idée, en 2017, de la sorte 1123 conventions, donc 1123 stagiaires accueillis dans ce cadre, donc c'est une activité assez dense. C'était la première famille d'observateurs. La deuxième, je vous ai dit, c'est la presse, les journalistes.
Et là, nous avons mis en place, et nous avons mis en place récemment, en tout cas depuis que je suis préfet de police, et c'est mon service de communication qui m'a fait des propositions très, très intelligentes, qu'on pourra peut-être améliorer encore, la signature de conventions avec les journalistes pour bien indiquer ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. On rappelle en particulier une décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, et puis il y a eu derrière une jurisprudence du Conseil constitutionnel, me semble-t-il, et la Cour de cassation, Chambre criminelle, a annulé une procédure parce que l'interpellation et l'intervention avaient été faites en présence de journalistes. Donc ça, c'est dans la convention qui va lier M. Untel avec la préfecture de police pour la mission d'immersion. Pour les autres observateurs, à l'évidence, c'est là que plus de rigueur est nécessaire. Je suis le premier à le dire. D'abord, il faut être autorisé au niveau pertinent. Mais autorisé au niveau pertinent, ça ne veut pas dire que le préfet de police soit saisi de toutes les demandes. Le niveau pertinent, si le maire, je prends une commune de la Petite Couronne et je vais prendre une commune des Hauts-de-Seine puisque j'ai été préfet des Hauts-de-Seine, imaginons le maire de Clamart ou le maire de Meudon qui veut faire une activité nocturne avec le service de la DESPAP de sa ville, de sa circonscription. La logique, c'est qu'il s'adresse au commissaire de l'endroit qui va apprécier l'opportunité, qui va rendre compte à sa direction, qui, le cas échéant, m'en rendra compte s'il y a une sensibilité particulière. Mais toujours, il faut que la décision soit prise au niveau pertinent. Et on tient compte de l'importance de l'événement, de la sensibilité aussi de la personne qui peut demander. Se posent des questions juridiques. Et moi, je souhaite aussi que l'épisode que nous traversons puisse permettre d'ouvrir ces réflexions. Et de ce point de vue, la mission que le ministre d'État a confiée à l'IGPN peut être extrêmement intéressante. Je ne pense pas qu'on puisse donner à ces personnes le statut de collaborateurs bénévoles du service public, parce que par construction, ils sont observateurs et non pas associés à l'exécution même du service public. Donc, quelle est leur couverture? Dans quel cadre l'État assure-t-il les risques qu'ils prennent? Ou couvre-t-il les dommages qu'ils pourraient créer? Prenons un exemple. Vous avez un observateur, un élu ou pas un élu, peu importe. On va prendre un haut fonctionnaire qui veut venir nous rencontrer, qui est dans un véhicule d'intervention, qui a un accident. Et l'accident, un accident grave avec des conséquences pour lui. Quel est le statut juridique? Il faut, à mon avis, qu'on précise également un peu ces points. Et ça dépasse évidemment les exemples parisiens. Voilà ce que j'ai ciblé comme sujet sur lequel des évolutions doivent être mises en œuvre de manière posée, mais de manière certaine et avec beaucoup de rigueur juridique. Je m'excuse de ce point de vue, de mon exposé peut-être un peu long, un peu trop juridique et technique, mais je pense que le sujet le méritait. Je comprends et je vous remercie, Monsieur le Préfet. Est-ce que c'est à en déduire que vous pensez que dans cette situation, il y a une petite difficulté de qualification juridique de ce statut pour cette troisième catégorie d'acteurs où finalement les conventions sont beaucoup moins claires et les conditions sont beaucoup moins claires que pour les deux précédentes catégories? Là-dessus, je souhaite vraiment que la mission que le ministre d'État a confiée à l'Inspection générale de la police nationale nous aide à progresser. Encore une fois, l'objectif est c'est l'autorisation, sa formalisation. J'ai dit ce que je pensais de ce qui s'était passé le 1er mai. C'était à l'évidence pas le bon niveau, je pourrais en redire un mot. Et puis ensuite, quelle couverture juridique? Quelle couverture juridique? À l'heure actuelle, à ma connaissance, on est un peu dans l'incertitude, mais à voir. Moi, j'aime bien le droit, mais je ne suis pas non plus un expert. Encore une fois, collaborateur du service public, ça ne me paraît pas approprié, puisque par construction, un observateur, on ne va pas lui demander de prendre part au service public que nous remplissons. Donc je pense qu'il y a quelque chose à trouver et à faire, et je ne doute pas que les travaux des parlementaires nous y aideront. Je vous remercie. On va lire l'arrêt commune de Batz. 1959, si je me souviens bien, monsieur le co-rapporteur. Merci, monsieur le préfet, je confirme. Alors, pour les groupes Les Républicains, monsieur Sébastien Huyghe. Oui, merci madame la présidente. Monsieur le préfet, au nom du groupe des Républicains, je voudrais vous réaffirmer la totale confiance que nous avons en la préfecture de police de Paris, en vous-même, en vos services et en l'ensemble des fonctionnaires de police qui assurent la sécurité de nos concitoyens dans toutes les circonstances. Et il y a eu des circonstances plus difficiles que d'autres ces dernières semaines, ces derniers mois, mais aussi ces dernières années. Nous nous souvenons des
des attentats qui ont ensanglanté notre pays. Pour vous dire, notre groupe ne comprend pas le fait que vous soyez à nouveau ici, puisque lors de votre première audition, vous avez été extrêmement précis dans la réponse à toutes les questions qui vous ont été posées. Vous avez été clair, vous n'avez jamais été mis en contradiction avec quelques faits qui se soient passés ou quelques déclarations qui aient lieu après. Donc nous nous étonnons qu'on vous fasse perdre du temps qui vous est précieux parce que vous avez des tâches importantes à faire. Et donc nous comprenons bien que votre présence ici n'a d'objet que de détourner vers la préfecture de police de Paris, vers des gens de vos services. Vous permettez, la parole est libre dans cette enceinte, à l'Assemblée nationale. Et donc, que de détourner vers la préfecture de police de Paris et ses services une responsabilité qui n'est pas la sienne pour que nous ne puissions pas tourner le regard vers un certain nombre de services qui sont à l'Élysée et auditionner des gens que nous devons absolument auditionner. Le Sénat le fait, je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas le faire. Et j'entends par là le secrétaire général de l'Élysée et le porte-parole du président de la République au minima. Voilà, je crois que nous avons bien compris, la répétition ne faisant pas forcément l'intérêt des propositions. Donc, pour le groupe MoDem, pas de questions. Madame Karamanli. Je poserai une question et puis ma collègue posera une deuxième. Écoutez, Monsieur le Préfet, nous avons apprécié d'abord toutes les réponses que vous avez apportées lors de la première audition et que vous avez à nouveau reprécisé des éléments et vous êtes revenu de la même manière, de manière très précise et très claire sur les éléments qui ont été soulevés par les différents collègues. Cela dit, je me permets un petit peu de m'appuyer sur votre expérience, sur cette distance que vous avez soulevée tout à l'heure, cette distance nécessaire et recul nécessaire dans l'exercice des fonctions au sein de l'État qui amène votre fonction. Et je voulais donc vous poser la question, est-ce que vous avez parlé peut-être de dysfonctionnement, d'insuffisance de coordination, peut-être pas le bon échelon à un moment donné dans la prise de décision. Est-ce que ce qui s'est passé aujourd'hui, vous trouvez cette absence de coordination, vous trouvez normale, habituelle? Est-ce que vous avez observé dans d'autres situations précédentes ce type de comportement que vous avez eu à un moment donné à connaissance ou amené aussi à condamner ou à prendre des sanctions? Nous, on est surpris par ce qui s'est arrivé, vous l'avez dit aussi, nous le partageons, mais bien sûr, il faut réfléchir sur le long terme, sur l'avenir, mais on n'arrive pas à comprendre comment, au-delà de ces 3 fonctionnaires que vous avez évoqués, que vous avez pris des sanctions, comment on peut en arriver là, et donc attendre le 1er mai pour que ça s'avère de cette manière-là, et que la presse en prenne possession pour qu'on puisse aussi par la suite être saisi. Madame la députée, de mon point de vue, ce n'est pas un problème de coordination. C'est un problème de ligne hiérarchique. Et toute institution d'une certaine taille, et surtout dans des missions aussi sensibles que l'activité de police, doit s'inscrire clairement dans une ligne hiérarchique déterminée, comme sont organisés d'ailleurs les corps de police. Il y a 3 corps de police, il y a des hiérarchies, pour que le tout fonctionne bien. Et lorsque un manquement se constate dans la ligne hiérarchique, on en voit les conséquences. Quand je dis manquement dans la ligne hiérarchique, je redis que si la demande de M. Benalla avait été adressée par le directeur du cabinet du chef de l'État, qui est mon interlocuteur à l'Élysée, directement au préfet de police, on l'aurait évidemment organisé bien autrement. Le chaînage hiérarchique aurait fonctionné dans de bonnes conditions. Et donc cette exigence de rigueur hiérarchique est pour moi essentielle. Coordination, je ne pense pas sur ces événements. De ce point de vue, la préfecture de police a
l'avantage de présenter un système intégré avec différentes directions qui ont chacune un métier, le renseignement, l'ordre public, la sécurité du quotidien, l'investigation judiciaire et le soutien logistique sous une autorité unique, ce qui facilite précisément cette exigence de coordination. Ça ne veut pas dire que tout est parfait. Pour revenir à votre question, la fonction de préfet de police est évidemment une fonction particulière. Quand on exerce des responsabilités en province, le type de constat que j'ai pu faire, ça peut être ici ou là, tel ou tel directeur départemental de la sécurité publique qui pourrait en faire état mieux que moi. En tout cas, je n'ai pas souvenir, dans mes postes préfectoraux, d'avoir dû, sur une situation aussi sensible, devoir rappeler ces règles. Une deuxième question, Madame la Présidente. Et à partir donc de ces éléments sur la question vraiment hiérarchique, on a vu qu'à travers l'ensemble d'autorisations, habilitations, permis dont M. Benalla disposait, et qui lui donnait un certain pouvoir, un rôle en tout cas. Et nous avons interrogé il y a 2 jours, ici sur la question de port d'armes. Et on s'est posé la question, est-ce que finalement il avait la nécessité d'avoir ce port d'armes, cette responsabilité, et qui pourrait être plus grave, effectivement, si à un moment donné, il pouvait à d'autres moments utiliser ce droit. Est-ce que finalement cette autorisation, cet arrêté qui a été pris, qui normalement c'est un arrêté ministériel, or il n'était pas ce qui nous a été dit, donc c'est pour ça que je voulais vraiment que vous profitez de votre présence pour avoir l'ensemble de la compréhension nécessaire pour analyser. Est-ce que finalement, puisque l'Élysée c'est pas un ministère, comment ça se fait qu'il y a pu avoir cette erreur-là, me semble-t-il, dans l'attribution? Est-ce qu'il y a eu des pressions pour donner ce port d'armes, par exemple? Voilà. Il me semble que je suis intervenu sur le sujet déjà. Je vais me permettre de le refaire, avec un peu de pédagogie, si vous me permettez. Sur le sujet du port d'armes, d'abord retenez que le principe, c'est évidemment l'interdiction. C'est ce que dit la loi. Et ensuite, il y a 2 grandes familles de port d'armes, je crois que je l'avais dit. Il y a, d'une part, le port d'armes qui relève de la compétence du ministre de l'Intérieur et qui concerne, je cite, toute personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie. Toute personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie. Sur ce type de demande, c'est le ministre, et le ministre seul, évidemment, qui est compétent, après instruction par les services centraux, notamment au regard de ce qu'on appelle l'évaluation de la menace et l'évaluation du risque. De ce point de vue, mais je l'avais indiqué aussi, je ne suis pas surpris du fait que lorsque la demande avait été présentée, c'était au printemps 2017, en tout cas le dossier dont moi j'ai eu connaissance à la préfecture de police par M. Benalla, l'évaluation qui a été faite au niveau ministériel conduisait à dire que M. Benalla n'était pas une personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie. Ça, c'est un premier régime. Après, vous avez un deuxième régime juridique, là également je l'avais souligné, qui lui relève de la compétence des préfets, pas seulement du préfet de police. Le préfet de chaque département est compétent sur le sujet. Là, ça vise des agents publics exposés par leur fonction à des risques d'agression. Donc ce que l'on regarde là, ce n'est pas intuitu personae, est-ce que c'est une personne qui est menacée? On regarde la fonction de l'agent public. C'est sur ce terrain que l'autorisation que j'ai délivrée s'est située. Je vous ai réexpliqué, mais je ne vais pas lire là mon document, il est un peu long.
le petit sujet qui est le suivant. Donc, la demande m'a été transmise par l'Élysée. Je crois que le directeur de cabinet l'a indiqué, avec cette explication juridique qui était une note qui m'a été transmise par le collègue directeur de cabinet, avec avis favorable, dans le strict respect des textes. Or, on a un chaînage de textes qui, de décret en Conseil d'État, envoie un arrêté ministériel pour définir les catégories de services. Et un arrêté ministériel ne pourra jamais intégrer, c'est une espèce d'impossibilité juridique, un service de l'Élysée en catégorie de service. Donc, qu'est-ce qui m'a guidé? C'est la matérialité des faits, la réalité de la mission telle qu'elle m'a été présentée, et avec des documents à l'appui. Par exemple, j'ai sous les yeux le document qui a été signé par un fonctionnaire du groupe de sécurité de la présidence de la République, chargé pour indiquer que M. Benalla, chargé de mission au cabinet de M. le Président de la République, dans le cadre de la coordination des services de sécurité, etc., participait de façon régulière aux séances de tir. Alors on a vérifié tous les autres sujets. Le B2, rien. Le fichier des traitements des antécédents judiciaires, les autorisations de détention d'armes également qui étaient parfaitement légales. Tout ce travail a évidemment été fait. Je veux rappeler aussi là-dessus le contexte du mois d'octobre. J'ai beau chercher, je n'avais pas dans mon dossier une note qui annonçait ce que pouvait être le comportement de M. Benalla le 1er mai 2018. Donc ce n'est pas avec le niveau de connaissance d'aujourd'hui que le dossier a été instruit et la décision prise, je me permets quand même de le souligner et de le rappeler. J'observe d'ailleurs que ces derniers jours, les autorités d'emploi de M. Benalla ont souligné, il dit, je cite de mémoire, son engagement, sa disponibilité et la qualité de sa collaboration. Je l'ai entendu au moins de 3 sources, et pas des moindres. Donc je me permets de le rappeler, tel était le contexte. Encore une fois, je l'ai dit devant vous, je le redis là, je n'ai eu aucune pression. J'ai pris cette décision pour combler ce petit hiatus juridique. Au regard de ce que dit la loi, il m'a semblé que je pouvais le faire, je l'assume. Et comme je le rappelle aussi, cette autorisation, c'est dans l'exercice des fonctions. Ce qui veut dire, et ça je ne sais pas, mais si l'enquête judiciaire fait apparaître que M. Benalla, le 1er mai, avait une arme, il n'en avait pas le droit. Il n'en avait pas le droit. Et ça signifie aussi que dès qu'il a été mis fin à ses fonctions, cette autorisation a été abrogée. Voilà le cadre juridique, voilà l'enchaînement auquel je pouvais faire référence. Je peux également, si vous le souhaitez, transmettre des documents sur le sujet. Je vous en prie, Madame la députée. Je vous remercie. Je crois... Il y avait une autre question de la Nouvelle Gauche, Madame Karamanli, ou pas? Non. Alors, Monsieur Meyer Habib, pour l'UDI. Oh, mais... Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Préfet, merci pour la clarté de vos explications. Comme lors de la première audition, nous avons bien compris, M. Benalla pouvait être là en tant qu'observateur, mais pas en tant qu'acteur. En réalité, il est passé au stade d'observateur au stade d'acteur. Et il semblerait, et même si jamais, comme vous l'avez précisé, beaucoup de ces éléments disent que c'était quelqu'un d'efficace dans ses fonctions, il semblerait qu'il voulait faire de la sécurité. C'est la réalité. D'ailleurs, et je dis ça un petit peu par rapport aux 3 sanctions, on en a parlé avec la directrice de l'IGPN, que vous avez prononcées. Les fonctionnaires de police voient quelqu'un qui vient du château, mais pas seulement quelqu'un qui vient du château sur les questions de sécurité. Et donc, c'est pour ça qu'automatiquement, ils ont plutôt la tendance à répondre à ces demandes positivement. Ce qui, en soi, peut, avant coup, parce qu'après coup, tout est beaucoup plus clair, peut paraître normal. Et là, ma question, c'est en fait un peu le souci de A à Z, puisqu'il a un brassard, il a une arme, il a une voiture avec giro de la police, il a l'insigne du GSPR, et ça, il semblerait, à plusieurs reprises, on le voit avec l'insigne du GSPR, ce qu'il n'est pas censé avoir l'insigne du GSPR. Il travaille avec le GSPR. Et c'est cette question que je voulais vous demander. Est-ce que tous ces indices, avant l'affaire, ne pouvaient pas, disons, voir
les problèmes entre M. Benalla, sa fonction réelle, qui est d'encadrement, équipement, bagages, etc., et les fonctions de sécurité, qui sont en réalité uniquement destinées à la police, au GSPR, au SPHP, etc. Encore une fois, je crois que ça a été indiqué, le fait qu'un collaborateur du chef de l'État qui est engagé sur les déplacements, qui est dans la bulle rapprochée, on le sait tous, et le désir d'observer une journée où un service d'ordre important se met en place, moi, c'est pas coupable en soi. Encore une fois, toute la difficulté tient au fait de basculer d'un rôle d'observateur dans un rôle d'acteur. J'ajoute aussi, s'agissant des équipements, que la règle, c'est de fournir les équipements de protection. C'est un casque. Peut-être dans les recommandations, ferons-nous la conclusion qu'il vaudrait mieux un casque bien distinct d'un casque de police. Alors peut-être un casque blanc, je ne sais pas, de mettre des chasubles, des moyens de protection également, mais en aucun cas d'autres éléments. Si l'enquête révèle qu'il y avait d'autres éléments à disposition de l'intéressé, il faudra savoir où et comment il se les est procurés ou qui les lui a procurés. Et là, encore une fois, moi, je vous dis les choses avec la plus grande netteté. Si c'est des collaborateurs qui étaient à ce moment-là placés sous l'autorité du préfet de police, bien, je prendrai mes responsabilités dans le cadre disciplinaire. Si c'est ailleurs, le PINS du GSPR, ce n'est pas le préfet de police, on verra, mais laissons l'enquête là-dessus. Moi, je ne peux pas en dire plus. Laissons l'enquête judiciaire établir ces éléments. Ce que je peux garantir, c'est évidemment toutes les conclusions que j'en tirerai si on est sur le terrain nécessaire du droit disciplinaire. Pour la France Insoumise, M. Coquerel. Oui, Monsieur le Préfet, on a eu tout à l'heure M. Gibelin ici même, on vous écoute de nouveau, qui ont confirmé que les seules autorités à même d'autoriser M. Benalla à être sur place le 1er mai, même en tant qu'observateur, je mets de côté le fait qu'il est devenu acteur, c'était vous-même et lui. On a noté que vous n'aviez fait ni l'un ni l'autre. C'est M. Simonin qui, manifestement, lui a donné ses autorisations et a ensuite organisé sa journée, y compris certainement sa présence le soir où vous étiez étonné à la DOCP. Est-ce que M. Simonin, qu'on retrouve après sur la question des images et vidéos données à M. Benalla, est-ce que vous pensez que ce que vous appelez un copinage malsain peut suffire à lui-même à faire en sorte qu'un fonctionnaire avec ses responsabilités, comme M. Simonin, peut s'extraire de règles, y compris d'ailleurs s'extraire, j'allais dire, de la loi à travers la question de la vidéo, sur justement la seule base du copinage? Est-ce que ça vous paraît plausible que ça suffise? Écoutez, lui seul peut répondre à cette question. Moi, j'ai fait le constat et je l'ai décrit dans les termes que j'ai confirmés, parce que le circuit de décision n'était pas le bon. Il fallait une double validation. Bien sûr, la validation interne que M. Benalla a obtenue et la validation côté préfecture de police, mais pas au niveau qui a été fait. À tout le moins, le directeur, et connaissant le directeur, évidemment, il m'en aurait rendu compte. Donc je l'ai indiqué, je le souligne de nouveau. Après, les motivations profondes, sonder les cœurs, sonder les reins, moi je ne sais pas faire. Et puis la nature humaine est toujours compliquée. Je n'ai pas d'éléments précis, à part cette formule générique que j'ai employée, c'est-à-dire on se connaît bien, on se voit régulièrement, mais ce qui est normal de se voir, de travailler ensemble. Mais il faut rester chacun à son rôle, chacun à sa place. Vision des choses. Moi, ce que je remarque, c'est que malheureusement, pour l'instant, on ne peut pas parler à M. Simonin sur savoir si ce n'est pas d'autres raisons. Par exemple, une autorité encore plus grande qui le fait décider de s'exonérer comme ça de la loi et des règles. Plus globalement, moi, j'ai l'impression quand même, je vous écoute cet après-midi, j'ai écouté M. Gibelin, j'ai quand même l'impression qu'on nous oriente depuis quelques jours sur des boucs émissaires qui sont à chaque fois les services de l'État. Et hier, il y a Monsieur Larrivé a donné un ultimatum de 24 heures, Madame la Présidente, pour savoir si nous pouvions avoir d'autres personnes interrogées, notamment Monsieur Simonin, Benalla. Nous, on sait qu'on aurait souhaité également Monsieur Macron. Je remarque pour l'instant, sauf erreur de ma part, qu'il n'y a pas eu de réponse
à ces questions et que je considère que le fait qu'on tourne en rond comme ça est une action de sabotage, je le dis très clairement, d'obstruction de cette commission. Et Madame la Présidente, j'estime que, en regard avec ce qui se fait au niveau du Sénat, est-ce que vous avez une question, devriez Monsieur en tirer Coquerel? les conclusions en termes de démission. Donc pour notre part, nous allons suspendre notre présence ici parce que j'ai entendu monsieur le préfet qui a dit tout ce qu'il avait à dire et monsieur Gibelin. Donc je passe la parole au groupe GDR pour poser sa question s'il souhaite avoir une question. Nous reviendrons à partir Et du moment donc, où vous accepterez. je vous indique. Donc, Monsieur Peu, est-ce que vous aviez une question pour le groupe GDR ou pas? Donc, je vous donne la parole pour le groupe GDR pour poser une question. Monsieur Coquerel, vous n'avez plus la parole. Vous n'êtes pas membre de la commission des lois et vous n'avez pas la parole. Monsieur Peu. Bon. Monsieur Peu, est-ce que vous avez une question ou une déclaration à faire? Auquel cas, ce n'est pas le lieu. Non. Mais... Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Préfet, j'ai eu l'occasion tout à l'heure de dire à Monsieur Gibelin, donc je ne vais pas le refaire, à quel point l'interview de Monsieur Benalla dans Le Monde de ce soir, enfin d'aujourd'hui, et puis des déclarations de la majorité parlementaire qui jette l'opprobre sur l'institution policière me paraissent pas dignes et pas responsables, donc je ne le referai pas. Et considérant que dans cette affaire, votre première audition était, pour ce qui me concerne et pour beaucoup de collègues, tout à fait satisfaisante, je considère que la deuxième audition d'aujourd'hui n'obéit pas à un souci de faire éclater la vérité, mais plutôt d'indiquer les responsables avant même que nous ayons conclu nos travaux. Donc, je n'ai pas de questions particulières à vous poser. Très bien. Donc, si chaque groupe politique a pu poser ses questions ou faire ses déclarations, je vais donc... Madame Leroux. Madame Leroux. Loin de moi l'idée de vous priver d'expression. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Préfet, de revenir dans notre commission. Monsieur Gibelin, qui vous précédait, rappelait qu'à la fin de sa sanction, Monsieur Benalla avait participé de nouveau à des réunions préparatrices de déplacement présidentiel. Et de ce fait, par votre cabinet ou par d'autres services de la préfecture de police, des consignes ont-elles été transmises sur le rapport à avoir avec un individu qui avait gravement fauté dans les semaines qui précédaient? Des consignes de prudence avaient-elles été transmises, Monsieur le Préfet? Comme je l'ai déjà dit, Madame la députée, moi je ne choisis pas mes interlocuteurs. J'ajoute, parce que j'ai entendu des choses variées là-dessus, et j'aurais pu le préciser tout à l'heure quand j'évoquais la situation au mois d'octobre 2017, moi je n'ai eu aucune remontée, je dis bien aucune, à mon niveau, d'incidents, de difficultés qui se seraient produites sur le territoire, en tout cas placé sous l'autorité du préfet que je suis. Je peux l'affirmer. Monsieur Gibelin a évoqué, si je me souviens bien, différents événements, donc l'accueil des cendres de Madame Simone Veil au Panthéon, la cérémonie du 14 juillet et le retour de l'équipe de France championne du monde. Il n'y a eu, à ma connaissance, non plus lors de ces événements, aucun incident. Il y a eu, ça m'a été rapporté par le préfet délégué, sans doute des mots que je condamne, compte tenu de mon caractère aristocratique, qui ont pu être prononcés, mais ils ne mettent pas forcément en péril l'efficacité du service public, ni la logique de commandement, comme je l'ai indiqué. La manœuvre a été totalement commandée depuis la salle d'information et de commandement pour le retour de l'équipe, et fait exceptionnel. Je m'y trouvais personnellement, compte tenu de la sensibilité de la présence de 300 000 personnes derrière ce barriérage, dans une configuration qui n'avait jamais été faite. Écoutez, je vous remercie, Monsieur le Préfet. Je vous remercie beaucoup de nous avoir consacré à nouveau du temps et d'avoir répondu à nos questions. Je précise quand même que lors de notre réunion de bureau d'hier, tous les groupes s'étaient accordés pour dire qu'ils ne voyaient pas d'inconvénient et qu'ils voyaient même une certaine utilité à procéder aux 2 auditions de cet après-midi. Donc je tenais à le rappeler, loin des postures de certains. Je lève la séance. Non, attendez. Nous allons. Excusez. Attends.
Nous allons raccompagner Monsieur le préfet de police qui a terminé son audition et Monsieur Guillaume Arrivé souhaiterait faire une déclaration pour clôturer cette séance. Donc je raccompagne Monsieur le préfet et donc nous continuons, mais 5 minutes parce que la séance dans l'hémicycle reprend à 17h ainsi que nous en sommes convenus avec la présidence. Reprendre la séance pour vraiment 2 minutes avant de repartir en séance publique. Monsieur le co-rapporteur donc souhaitait faire une déclaration à la commission des lois. Merci Madame la Présidente. Bon, les travaux de notre commission ont commencé il y a en réalité 5 jours. Un certain nombre d'auditions se sont tenues, elles ont été utiles. Mais je constate que les travaux de notre commission se déroulent dans des conditions qui ne me paraissent pas conformes à l'exigence de manifestation de la vérité. Après avoir beaucoup échangé ces dernières heures avec les députés des différents groupes d'opposition et avec les députés non inscrits, je persiste comme co-rapporteur à avoir à votre endroit, Madame la Présidente, la nécessité d'exprimer 3 exigences. D'abord, il me semble essentiel d'obtenir l'audition des personnes dont la liste a été communiquée à la Commission par mes soins, ainsi que par les différents députés membres de notre commission, les déclarations contradictoires de plusieurs personnes qui ont été auditionnées à l'Assemblée, les nouvelles informations qui sont rendues publiques, nécessitent impérativement que toutes les auditions que les uns et les autres nous avons demandées, avec pour seule préoccupation de faire émerger la vérité, que toutes les auditions demandées puissent se tenir. C'est la première exigence. La deuxième exigence, elle consiste bien sûr à souhaiter qu'un calendrier précis de nos auditions permette d'organiser nos travaux de manière sérieuse et rationnelle. La troisième exigence, elle consiste à souhaiter
qu'au titre de nos pouvoirs d'investigation, nous obtenions la communication par l'Élysée et le ministère de l'Intérieur notamment des pièces indispensables à la compréhension de la chaîne de responsabilité. Je pense en particulier à tout document venant de l'Élysée relatif à la rémunération, au contrat, à l'appartement, aux mesures de suspension et ou de sanction dont a fait l'objet M. Benalla, au même document de l'Élysée relatif à la situation de M. Kras. Je pense évidemment à l'arrêté du préfet de police relatif au port d'armes de M. Benalla, ainsi, je l'ai dit tout à l'heure devant le préfet de police, qu'à la note du directeur de cabinet de l'Élysée demandant au préfet de police d'attribuer ce port d'armes au motif d'une définition des fonctions de M. Benalla. Ces documents sont évidemment indispensables pour avoir la possibilité de rédiger un rapport rationnel fondé sur des éléments de fait. Il est indispensable aussi, nous l'avons bien vu encore cet après-midi, que les procès-verbaux des réunions auxquelles M. Benalla a, le cas échéant, participé entre le 2 mai et le 19 juillet à l'Élysée soient communiqués à notre commission. Alors, nous nous en sommes expliqués hier en bureau, dans une commission spécialement consacrée aussi à notre ordre du jour, à nos méthodes de travail. Je constate, pour le déplorer, que la co-rapporteure, que je respecte par ailleurs, il ne s'agit pas d'une mise en cause personnelle, mais je constate que la co-rapporteure, avec le soutien des seuls députés du groupe La République En Marche, que je distingue d'ailleurs des députés du MoDem, dont j'ai constaté hier qu'ils se ralliaient à ma proposition d'entendre le secrétaire général de la présidence de la République, Alexis Kohler. Je constate donc, disais-je, que la co-rapporteure, avec le soutien des seuls députés du groupe LREM, rejette ces demandes. Et je pose la question, est-ce que l'Élysée souhaite torpiller les travaux de notre commission? Je le crois, je le crains. Je pense qu'instruction a été donnée aux députés du groupe En Marche de bâcler la préparation d'un vrai faux rapport. Alors je le regrette. Je le regrette vivement. J'appelle une nouvelle fois la co-rapporteure et les députés du groupe En Marche à cesser de bloquer les travaux de la commission d'enquête dont les pouvoirs expirent, vous l'avez décidé, le 20 août. Il en va de la dignité de l'Assemblée nationale qui ne saurait être aux ordres de l'Élysée. Aussi, tant que la commission d'enquête n'aura pas, par hypothèse, retrouvé un mode de fonctionnement permettant la manifestation de la vérité, je suis contraint de suspendre ma participation à ce qui n'est devenu, hélas, qu'une parodie. Alors, je vais... Non, Monsieur Ciotti, je vais faire une courte réponse à mon co-rapporteur et nous lèverons la séance. Nous n'allons pas refaire le débat que nous avons eu lieu, que ce soit hier en bureau ou que ce soit hier en commission. Alors, je crois que le fait que la commission des lois se soit saisie des pouvoirs de commission d'enquête est unique dans la méthode, dans la rapidité et dans l'efficacité. Je répète à nouveau que si la majorité ne l'avait pas souhaité, cette commission n'aurait pas eu lieu. C'est indéniable. Nous avons, en une semaine, fait un nombre d'auditions impressionnant. Nous n'avons pas relâché nos efforts pour aboutir à la manifestation de la vérité. J'ai toujours indiqué que la méthode qui serait la nôtre était de procéder pas à pas et de ne pas considérer qu'il y avait des responsabilités préétablies qui justifieraient la longue liste d'auditions que j'ai pu voir de la part de mon co-rapporteur. Je vois même qu'hier, le co-rapporteur a eu une déclaration absolument stupéfiante en indiquant qu'il était d'accord avec les demandes d'audition, qu'il souscrivait aux demandes d'audition de tous les groupes, quelles qu'elles soient. Donc sans
sans en apprécier l'opportunité par rapport aux travaux que nous menons, par rapport à leur champ ou par rapport à l'intérêt que les personnes... L'intérêt... Non. Moi, Alors, Donc vous voyez bien que vous êtes... Alors, je constate effectivement que la sérénité dans cette commission n'est pas réunie pour avoir des débats constructifs. Je ne crois... Alors, je ne crois... Alors, je trouve que vous êtes extrêmement incorrect de me couper la parole. Je préside cette commission des lois depuis une année. Vous n'êtes pas membre de cette commission des lois. La moindre des choses, c'est de me laisser terminer mon propos. Juste par respect pour notre institution. Parce que j'ai cru comprendre, je ne sais plus quel terme. Je viens Vous ne venez pas de me dire que vous respectiez ma parole? Alors, je vous indique que concernant les auditions dont M. Larrivé persiste à demander la réalisation, je rappellerai à tous que nous avons hier eu un débat et nous avons eu un vote. Je demanderai à chacun d'entre vous de respecter nos institutions et de respecter la démocratie, c'est-à-dire le vote qui a eu lieu hier dans cette même salle. Concernant le calendrier, il est bien évident que le calendrier correspond au vote que nous avons réalisé hier. Donc nous nous sommes mis d'accord hier sur 3 auditions. Nous en avons réalisé 2 cet après-midi et la prochaine sera réalisée demain, tel qu'il vous l'a été indiqué dans une convocation que les membres de la commission des lois ont reçue. Enfin, sur un certain nombre de pièces dont M. Larrivé demanderait la communication, je n'ai à ce jour, à 17h06 le 26 juillet, reçu aucune liste exhaustive de pièces qu'il souhaiterait se voir communiquer. Donc pour le moment, j'estime ne pas avoir été saisie de cette demande. Je m'insurge et j'ai été extrêmement choquée par les propos qui indiqueraient que nous serions aux ordres de la présidence. Nous sommes un Parlement qui remplit ses missions de contrôle. Je crois que cela a été salué par tous. Je veux à nouveau affirmer très solennellement que nous ne recevons d'ordre de personne, que nous sommes responsables, que nous représentons le peuple dans cette enceinte et que nous effectuons notre mission telle que nous devons devoir la faire, et nous pensons au contraire, contrairement à vous, dans le passé, dans le cadre d'autres commissions d'enquête, nous honorons notre fonction et nous honorons cette maison. J'en suis absolument convaincue et vous devriez l'être aussi. La séance est levée.